Bonjour et bienvenue dans Cannelle et compagnie. Je suis ravie, comme tous les jours de la semaine, de vous retrouver, enfin pratiquement tous les jours de la semaine, pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, je le dis à chaque fois, mes médecins préférés, voilà, Dr Geneviève Moreau. Bonjour Geneviève, bonjour, qui est directrice de l'Institut CIIN, oui, directrice fondatrice, et Olivier Coudron. Bonjour Olivier. Bonjour Corinne. Directeur scientifique de l'Institut CIIN, donc l'Institut pour une nutrition raisonnée. Aujourd'hui, on va parler des épices. C'est un peu un incontournable. Je ne comprends pas comment on n'en avait pas encore parlé. Donc, ça sent bon en plateau. Et comme d'habitude, Olivier, on va se lancer un petit peu sur la route des épices et sur un petit historique des épices. Avec plaisir. Donc, ça fait très longtemps que nous consommons des épices, nous, êtres humains, puisqu'on retrouve déjà des traces de consommation d'épices il y a 6-8 000 ans. Donc on est vraiment dans l'ère du néolithique, les premiers hommes qui s'installent en village et qui donc vivent comme des paysans. Ils donc avaient déjà tout compris en fait. Oui, mais c'est à partir de ces 6-7-8 000 ans que les épices vont se diversifier et on retrouvera surtout l'apogée des épices dès l'Antiquité, en Mésopotamie, en Égypte. C'est vraiment là qu'on retrouve les anciennes traces des recettes à base d'épices. Et l'épice va se développer dans l'histoire de l'humanité, dans l'évolution de la culture. Là aussi, au Moyen-Âge, en Occident, on découvre l'épice en France avec vraiment beaucoup de plats épicés, avec bien sûr du miel, mais aussi de la cardamone, avec de la cannelle, avec la girofle. Et enfin, la grande étape décisive des épices, c'est la route des épices. Donc là, ça va être les grands navigateurs, Vasco de Gama, qui vont découvrir ensuite les routes vers l'Orient, soit par l'Est, soit par l'Ouest. Et puis, enfin, la Chine qui va devenir, jusqu'à maintenant, le premier grand producteur des épices dans le monde. D'accord, ils sont plus riches que nous par rapport à ça. C'est 90% de la production mondiale des épices, c'est la Chine. Donc en effet, on a, nous, nos épices locales, mais une grande partie proviendra de l'importation, même si je pense que même en Belgique, on a des productions d'épices, je crois. Notamment du safran, on en parlera d'ailleurs un peu après. Et en préparant l'émission, Olivier, tu me disais que le mot épice, que l'épice avait servi de monnaie. Bien sûr, notamment entre le Moyen-Âge et les 1500-1700, c'est une denrée précieuse. On le retrouve chez les nobles, les aristocrates par la suite, et même dès le Moyen-Âge, l'épice est réservée vraiment aux châtelains. On épissait les plats, pas pour conserver la viande, ça c'est un mythe, c'était plutôt parce que c'était l'or, c'était la monnaie d'échange. Ah, oui. Épices, ce sont les espèces. Et en fait, ce sont des monnaies d'échange en espèces courantes finalement. On achète les épices comme on fait des transactions monétaires. D'accord. Alors, les épices, après le petit historique, finalement, je pense qu'on croit parfois à tort que certains ingrédients sont des épices et ne le sont pas. Donc, si on pouvait dire finalement, qu'est-ce qu'on considère être une épice? C'est quoi une épice? Alors, une épice, déjà, ce sont des substances végétales. Mais pas toutes les substances végétales. Ce ne sont pas des feuilles, ce ne sont pas des plantes, ce sont des rhizomes. Alors on va voir des rhizomes, donc des racines, ça peut être de l'écorce, ça peut être des graines, des fleurs, comme le pistil de safran ou le clou de girofle, qui sont en fait des fruits. Donc c'est le règne végétal, avec une caractéristique, c'est aromatique, c'est-à-dire des substances qui vont dégager une odeur et une saveur et être responsables d'une grande partie du goût. 80% du goût est ressenti par ces substances volatiles. D'où leur utilisation comme modulateur du goût, exhausteur du goût. Moi, j'étais étonnée qu'on ait de l'ail sur la table. Voilà. L'ail est une épice. Oui, on considère les oignons, les bulbes comme des épices. C'est rattaché à cette famille des épices, en effet. Par contre, le sel n'est pas une épice. Et non. Le sel, c'est un exhausteur de goût. On peut dire que le sel a en commun avec les épices d'être exhausteur de goût, mais on n'est pas du tout dans le monde végétal. Et on ne va pas trop conseiller l'excès de sel, alors qu'on va, je pense, tout au cours de cette émission, valoriser la consommation des épices. Et le poivre en est une. Les poivres. Les oui. poivres, on connaît, nous, le poivre noir, le poivre vert, les poivres blancs, mais on pourrait dire qu'il y a le poivre pamplemousse, une variété extraordinaire de poivres différents. Alors globalement, parce que c'est aussi ce qui nous amène un petit peu à faire cette émission aujourd'hui, que peut-on dire au niveau des vertus santé des épices? Elles sont nombreuses. Donc, on a vu que c'était une substance précieuse, mais c'est précieux pour notre santé. Alors on leur attribue énormément de qualité. Pour l'impact santé, pour la consommation,
On les a découvertes comme d'abord des antioxydants, c'est-à-dire des substances qui vont nous aider à gérer le stress des radicaux libres, les excès des agressions envers nos cellules. C'est vrai. Ce sont aussi des anti-inflammatoires pour une grande partie d'entre elles. Des propriétés aussi sur la digestion, les enzymes digestives, sur l'écosystème intestinal et la flore. Certaines d'entre elles ont des propriétés antitumorales, on peut dire vraiment anticancéreuses, lorsqu'elles sont consommées régulièrement, de façon comme un métronome tout au long de la vie, vraiment des propriétés antitumorales. On aura envie de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous en prescrit pas? Oui, Enfin si, certains médecins en prescrivent, mais oui. Pourquoi est-ce qu'on n'en prescrit pas plus? Voilà. Et plus récemment, pour certaines d'entre elles, on s'intéresse aux effets des épices sur la sphère psychiatrique, sur la dépression, le sommeil, l'anxiété, l'insomnie. C'est le cas par exemple du safran, qui est un Oui, j'allais dire justement pour exceptionnel l'insomnie par exemple. Le safran. Voilà, on a en tisane ou l'effet antidépresseur. Antidépresseur, voilà. On a plusieurs études très très bien faites en psychiatrie sur des vraies dépressions qui montrent que des extraits de safran sont aussi efficaces que les médicaments allopathiques développés contre la dépression. Donc on a vraiment là des substances qui sont réellement pharmacologiquement actives, on peut le dire, bien sûr. Globalement, après on va aller voir les épices en particulier, hein, Geneviève. Ma question va peut-être paraître un peu naïve, tu vas me dire c'est pour épicer les plats, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire que ça amène au niveau application culinaire? Mais j'aurais tendance à dire qu'avec l'impact santé des mélanges d'épices, ce que les personnes doivent absolument retenir, c'est qu'il faut vraiment penser tous les jours, à avoir un petit peu d'épices en cuisine. Donc, évidemment, les épices qu'on aime, c'est sûr, mais aussi en mélange, parce qu'ils vont se potentialiser l'un l'autre. Par exemple, on va voir que l'ail va, par exemple, potentialiser l'effet du curcuma, le cumin va potentialiser l'effet du curcuma également, le gingembre également. Donc, on va avoir une biodisponibilité, donc on l'absorbe mieux, parfois 1000 fois supérieure, parce qu'on associe, par exemple, avec un poivre et un curcuma. Et donc, ce qui est important que les personnes doivent retenir, c'est de se dire tous les jours j'épice ma vie en fait. Et j'en mets soit dans des gâteaux, soit dans des soupes, soit dans des petits plats préparés, soit dans des tisanes. Tous les jours un petit peu d'épices. Je dirais que c'est le grand message qu'il faut retenir pour les parties antioxydantes, protectrices, anti-inflammatoires. Prévention des maladies cancéreuses, c'est vraiment important. Et quand tu dis que les mélanges potentialisent justement l'absorption, etc., mais comment est-ce qu'on peut savoir? Alors, donc, l'idéal, c'est de mélanger de toute façon. Et voilà, donc il y a des associations bien connues, comme par exemple poivre et curcuma, mais des associations moins connues, comme par exemple la quercétine de l'oignon, ou l'ail avec le curcuma, donc l'oignon et le curcuma, ou le cumin, par exemple, avec le curcuma, ou le gingembre avec le curcuma. Et donc tout ça, ça va potentialiser l'effet du curcuma. Et donc le curcuma, c'est vraiment une racine importante puisqu'elle a un effet vraiment anti-inflammatoire, etc., mais aussi un effet anti-cancer vraiment démontré aujourd'hui. Donc à partir déjà de 2 grammes, donc c'est 2 cuillères à café, donc on y est vite, entre guillemets, dans des plats. Peut-être pas tous les jours, mais voilà. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, dans les mélanges d'épices parfois tout fait qu'on nous propose dans le commerce. C'est déjà intéressant. Voilà, par exemple, un mélange Colombo, comme Olivier montre ici, c'est un mélange justement avec des currys différents et où il y a du curcuma dedans, du fenugrec, etc., des poivres et autres. Donc c'est vraiment intéressant de se dire, voilà, on en met dans la cuisine. Même dans un potage, dans un cake, etc. Il ne faut pas hésiter à mettre des toutes petites doses. Parce que de toute façon, c'est bon. Ah oui, c'est délicieux. Ça relève. Il y a ce côté-là aussi, et donc clairement, oui. Il y en a, mais est-ce que l'excès peut nuire? C'est exceptionnel parce que la première chose qui va nous limiter dans la surconsommation éventuelle d'une épice, c'est la saveur. Donc c'est régulé. Si on met trop de piment, on ne pourra pas le manger. Et éventuellement, un excès de piment, on va apporter des molécules comme la capsicaïne qui vont peut-être irriter, mais c'est à ça que je pensais. Il en faut beaucoup. Parce qu'on dit parfois que, d'ailleurs, épicé ne veut pas dire non plus piquant. Ça, c'est très important. Oui. Dans les épices, on a plusieurs gammes de saveurs. On a les saveurs dites fortes, c'est principalement les piments d'ailleurs. Après, il y a les saveurs piquantes
qu'on va retrouver dans d'autres épices, mais pas forcément très fortes. Le poivron a aussi des molécules qui sont piquantes, le poivre est piquant. Et puis on a des saveurs astringentes qui changent le goût. Les épices modifient la perception du goût d'un aliment. La nuance, hein, c'est vraiment une variation colorée. Et le piment peut effectivement agresser, ou le poivre? Alors, je dirais pourrait. Parce que dans la réalité, ça ne se passe jamais comme ça. Consommer des épices, même des piments, ça protège la muqueuse de l'estomac, ça protège la muqueuse de l'intestin, ça cicatrise. Par contre, quelqu'un qui a une brûlure d'estomac, une gastrite, qui a déjà une blessure, s'il boit un peu de vin ou un peu de café ou du piment, il va le ressentir. Mais à petite dose, on irait plutôt vers une cicatrisation. Ce serait plutôt bon à conseiller. Oui. Il n'y a pas de problème. La première dont on va parler, puisque maintenant on va un petit peu se balader dans différentes épices, c'est le safran. Et je propose qu'on regarde tout de suite un reportage de Canal C qui a été fait à la safranière Patrane. Patrick Rollin, chauffagiste, 3e génération. Une entreprise familiale mise de côté pour se consacrer à sa safranière, une volonté de retourner à la terre. On a eu envie de trouver quelque chose d'assez spécial et en fait c'est ma sœur qui était en voyage à Bali qui était devant un champ de fleurs et qui m'a téléphoné en disant écoute j'ai trouvé ce que tu dois faire, ce serait génial du safran. J'ai dit écoute pourquoi pas. Donc j'ai regardé ici en Belgique, on est tombé sur le safran de Kocha ou Assège où nous avons fait nos stages et nous avons donc planté 2000 bulbes la première année qui ont donné satisfaction. L'année suivante on en a replanté 10 000 et puis l'année passée nous en avons encore replanté 5 000 et actuellement dans le sol avec la multiplication nous sommes à 65 000 bulbes. Comme quoi, en Belgique, cette culture est possible. La preuve en est, en tout cas ici, dans la vallée du Burnau. Lorsque l'on cueille la fleur, en fait, ce qui va être intéressant, c'est surtout de récupérer le pistil de la fleur. Donc, pour ce faire, on va ouvrir la fleur, on va en extraire le pistil qui comporte la partie rouge avec ses 3 filaments et jusque la partie blanche. La partie blanche, nous allons la sectionner, l'enlever, puisqu'elle n'a aucun intérêt, ni en saveur, ni en coloration, bien sûr. Donc on l'enlève et pour ne garder effectivement que le pistil qui comporte bien les 3 stigmates pour la floraison. C'est en atelier que le travail se poursuit. La production de safran demande beaucoup d'énergie. Tout se fait à la main, ce qui explique le prix du produit. On peut cueillir à peu près 1400 fleurs à l'heure, on peut en émonder 400 à 450 selon les mondeurs. Donc le travail est très important. Tout ce travail se fait effectivement à la main. Alors au niveau du prix, on est actuellement à 34 000 € le kilo, ce qui fait donc 34 € le gramme. Maintenant, il faut savoir que pour une assiette, il faut ensaler 2 pistils par personne, par assiette, ce qui représente 34 cents. L'activité comprend aussi la préparation de produits dérivés. Moutarde, vinaigre, sirop sont fabriqués dans cet atelier. Un travail récompensé puisqu'il a valu à Patrick Rollin le prix du Profond-Villois de l'année. Ça vous parle, hein, ça? C'est magnifique. Et je vois que tu en as ramené oui, tout à fait. Est-ce qu'on n'appelle pas ça l'or rouge? Oui, on aurait pratiquement peur de le sortir, en fait. Mais c'est vrai que donc avec un crocus, on a 3 filaments. Et donc, c'est vrai que c'est une épice qu'on appelle une épice la plus chère. Et donc, il ne faut pas en mettre trop non plus au niveau du goût dans les recettes. Par contre, c'est magique au niveau santé. Olivier va en parler. Mais justement, l'un et l'autre, les applications, pour une fois changer avant l'effet santé, mais voilà. Dans quoi est-ce que tu nous le conseilles? Mais le safran, c'est vraiment intéressant. C'est connu dans les bouillabaisse, tous les plats à base de poisson. Donc, il faut vraiment y penser. Et quand on en met peu, donc 2-3 pistils, là, comme il explique dans l'émission, eh bien, on n'a pas du tout d'effet amer. Ça relève, en fait, le goût. Et on peut l'associer, par exemple, avec un tout petit peu d'ail dans la préparation des poissons, des bouillabaisse et autres. Et c'est assez intéressant d'en mettre chaque fois. Il y a également des cakes au safran. Donc, en fait, parce que ça colore et c'est assez joli. Donc, on le prépare. On peut le faire uniquement pour l'aspect visuel, alors aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une association intéressante? Alors, on peut en faire avec de l'huile. Donc, on met une huile de colza, par exemple, ou une bonne huile d'olive, et on met dans notre huile une gousse d'ail broyée,
on met les morceaux de la gousse d'ail broyée et on rajoute un tout petit peu de safran dedans. On doit l'utiliser dans la semaine et on peut l'utiliser par exemple si pendant les fêtes, par exemple, on prépare toutes des petites préparations à base de poisson et on peut le mettre cru alors sur les préparations. D'accord. En fait, je pensais moi à une association qui, comme on disait tout à l'heure, qui magnifierait l'effet du safran. Pas spécialement. Non, pas spécialement. D'accord. Ok, dans ce cas-ci, pas spécialement. Non. En fait, c'est extrêmement riche en principes actifs. Ce sont des caroténoïdes, c'est les principes actifs du safran. Et donc, il y a du safranal, il y a de la crocine, il y a différentes molécules, et qui sont très vite biodisponibles. Donc, c'est vrai qu'on peut les mettre dans une farine, dans un cake, dans du beurre, dans de l'huile, dans un alcool, et puis même dans des compléments alimentaires. En médecine, on s'intéresse maintenant à des extraits de safran. Je parlais d'effets antidépresseurs, ça a été bien étudié par les psychiatres turcs, parce que c'est un grand et iranien qui produisent beaucoup de safran, jusqu'à la Belgique maintenant. Oui, tout à fait, il y en a de plus en plus. Mais on a des applications sur le comportement alimentaire. On a quelques études intéressantes qui montrent que ça agit sur le cerveau en modulant l'anxiété, améliore le sommeil, l'humeur, régule la compulsion à manger trop. Voilà. Donc c'est intéressant. Ce sont des plantes, c'est vrai, particulièrement intéressantes en cuisine et en médecine. D'une manière générale, je n'ai pas posé la question avant, mais quelle que soit l'épice, le fait qu'elle soit cuite, etc., ça en enlèverait à ses propriétés, évidemment. Alors, donc, il y a... donc, pour les épices comme le curcuma, le gingembre, etc., le safran, ça n'enlève rien. Par contre, l'ail, c'est intéressant de la broyer et de l'utiliser quand on est en fin de cuisson. De ne pas faire cuire l'ail pour l'effet justement anti-cancer, anti-inflammatoire et de potentialiser l'effet. Okay. Donc voilà. Ça dépend un petit peu en fait, mais en tout cas, on peut retenir que l'ail, c'est mieux en fin de cuisson. Oui, toujours l'ail le plus cru possible en fin de cuisson, donc et toujours broyé. Dans un mélange d'huile, voilà. Mais par exemple, le curcuma, l'effet est un tout petit peu plus actif s'il est en racine, comme on voit là. Donc, on va peler la racine. Ici, on ne va pas le faire, sinon on va avoir les doigts fort orangés. Donc, on pèle la racine de curcuma. On a ce fameux curcuma orange vif. Et on peut couper des tout petits bouts qu'on peut mettre dans un wok de légumes ou avec des viandes. C'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, le curcuma? Alors, on n'a pas cette habitude, en tout cas. J'avoue que moi, même au niveau de la saveur, qu'est-ce que ça amène en fait En fait, c'est souvent le curcuma fait partie des currys. Donc, c'est-à-dire que quand on va acheter un curry, une poudre de curry, ici c'est la poudre de safran, ça, du safran. Par exemple dans le Colombo, dans le Colombo, curry. on a le curry, et dans le curry, si on regarde la composition du curry, on va avoir le curcuma. Et donc là, on a ce qu'on appelle en plante sèche. D'accord. Donc c'est la racine, curcuma longa, qui a été séchée et qui a été mise en poudre. L'effet en poudre est moins important que si on le fait en racine fraîche, par exemple. Et donc là, en racine fraîche, tu disais, pour agrémenter quel type de plat? Donc, tous les plats. Que ce soit les plats de légumes, les woks de légumes, que ce soit les viandes, que ce soit les poissons, etc. Et ce que je conseille, c'est de le couper en vraiment tout petits morceaux. Donc, vraiment le broyer avec, par exemple, l'huile, etc. On met dans les plats. On la laisse chauffer, par exemple, avec le gingembre dans un plat. Et en dernière minute, on met alors l'ail. D'accord. Okay. Mais c'est intéressant. Maintenant, il y a des personnes qui n'aiment pas trop le goût du curcuma frais, de la racine du curcuma frais, c'est un petit goût aigre. Et alors, plutôt le mettre dans les formes de curry. D'accord. Okay. Donc, ou en curcuma, on voit de la poudre de curcuma et d'en remettre. Les études en Inde qui ont été faites sur l'effet anti-cancer, c'est 2 cuillères à soupe de curcuma séché, donc en cuillère à soupe. Ben justement, voilà. Effet anti-cancer et d'autres vertus santé. Le curcuma, j'ai l'impression que c'est un gros dossier. C'est certainement l'épice la plus étudiée actuellement en recherche scientifique, avec des publications régulières, chaque semaine presque, dans des applications de détoxication, accompagnement de thérapie, de chimiothérapie par exemple, ou pas seulement la prévention, les effets anti-inflammatoires, l'arthrose. Oui. Voilà, donc c'est pas en mangeant un peu de curcuma qu'on peut avoir des effets immédiats. Mais les principes actifs sont vraiment étudiés pour ces indications.
j'aimerais quand même rappeler, encore une fois, que c'est un colorant. Hein, c'est un colorant alimentaire. Je ne sais plus quel est le... numéro 100. Le E100, voilà. Ok. Donc, c'est dire que si vous épluchez une racine fraîche, vous allez avoir les doigts bien colorés pendant quelques heures. Hein. Et la table aussi. D'accord. Par contre, je n'aurais pas le cas avec le gingembre. Quels sont les effets santé du gingembre ? Ça, c'est en effet une très très belle racine, hein, qui est, enfin celle-là, elle est déjà un petit peu séchée, mais ça contient des principes actifs particuliers. La vertu la plus classique, c'est antinauséeux. On l'utilise pour les nausées de la femme enceinte, pour les trimestres de grossesse. On en fait, voilà, exactement. Donc c'est quelque chose de très eupeptique pour la digestion. Et puis, on va retrouver les propriétés fondamentales, antioxydants puissants, anti-inflammatoires bien connus, antitumoral également, anti-cancer, hein, avec tout le reste de l'alimentation santé. Mais vraiment, c'est quelque chose qui bénéficie à la fois dans la cuisine, mais aussi parfois dans des recettes, il y a des jus, il y a des... Qu'est-ce qu'on peut faire avec le gingembre ? Voilà, c'est ça qui est intéressant avec le gingembre. On peut donc toujours, on le pèle, hein, pas mettre avec la peau. On le coupe soit en petits bouts et on le met dans des plats, donc en cuit. Donc ça, c'est délicieux. Donc, tous les plats asiatiques ont souvent du gingembre. Mais ce qui est intéressant avec le gingembre, c'est qu'on peut en prendre un petit morceau pour mettre dans un jus. Donc, par exemple, un jus... énergisant du matin avec, par exemple, de la carotte, un peu de fenouil, une pomme et, par exemple, un morceau de gingembre ou en été avec les fraises du jardin. Oui. Pourquoi pas? Et donc, c'est intéressant parce que ces effets n'ont pas besoin d'être cuits ou crus. Donc, le curcuma non plus. Hein. Donc, il peut être autant... Mais la racine de curcuma crue, moi, je difficile. Vous le conseille pas. C'est mieux dans les... Je veux dire, dans les plats préparation. Oui. Mais donc, le jus avec du gingembre, c'est très intéressant. On en voit un petit peu maintenant partout, même des jus tout faits dans le commerce, à base avec du gingembre. Donc, voilà. Et ça, on retrouve dans tous les magasins, toutes les grandes surfaces, que ce soit les grands magasins bio, mais aussi dans les grandes surfaces. On peut trouver du gingembre partout. On va quitter les racines pour s'intéresser à la cannelle. Et oui, c'est intéressant parce que là, on est passé du safran, qui est une fleur avec une saveur amère et acidulée. Dans le curcuma, on est dans l'amertume et l'astringence et le fruité. Là, on est fruit acide. Et avec la cannelle, on est dans le doux. C'est une épice, hein, mais elle est douce et sucrée. Alors, c'est une écorce. On trouve soit en Chine, soit à Ceylan. Et là, avec la cannelle, on a une propriété... très intéressante en médecine. Alors bien sûr encore antioxydant, anti-inflammatoire, anti-infectieux extraordinaire, avec les aldéhydes de la cannelle. Mais il y a des propriétés qui sont connues depuis 20 ans, antidiabétiques. Ah oui. Si on consomme en poudre, là, je ne sais pas si on a de la poudre de cannelle, de la poudre de cannelle, la plus fraîche possible, parce que si on la conserve trop longtemps, elle va perdre ses qualités, et même ses aldéhydes volatiles, ses arômes qui vont s'évaporer. Mais si c'est assez frais, on sent que c'est très très bon. Une cuillère à café, une petite cuillère à café ou à thé par jour, eh bien ça participe à réguler la glycémie, le taux de sucre, et c'est excellent pour les diabétiques. Donc on retrouve ça dans les pains d'épices, Mais justement, que tu parles de pain d'épices, et je pense cannelle, tu y as pensé avant moi, vin chaud. Je pense aux applications culinaires, justement, parce qu'on est au mois de décembre, c'est la période du pain d'épices et du vin chaud, finalement. Donc dans les épices pour vin chaud qu'on retrouve dans les grandes surfaces, qu'on peut acheter tout fait, donc il y a la fameuse cannelle dans le pain d'épices, dans les épices, par exemple, pour crumble, tous les bons crumbles qu'on fait à Noël et autres, eh bien, on retrouve la cannelle. On peut aussi penser à la cannelle, d'en mettre, par exemple, dans des flancs vanille, quand on prépare soi-même des petits flancs, aussi, dans les crêpes, etc. Je pense que c'est une épice où il faut en mettre un petit peu. Ne pas en mettre trop, parce que les personnes qui n'aiment pas, il faut que ça reste léger et que ce soit agréable au goût. On va devoir passer les autres épices un peu plus rapidement, parce que j'avais aussi la muscade, le poivre, le girofle. Je ne sais pas s'il y en a une que vous voulez pointer en particulier. Le poivre, il fait partie de notre cuisine tous les jours. J'espère qu'il a des vertus, parce que finalement... Énorme. Oui. On parlait de l'amplification de l'efficacité du curcuma, jusqu'à 1000 fois plus quand on a un peu de poivre. Donc évidemment, ce sont des substances... Donc toujours les mélanges intéressants. Vraiment la muscade, peut-être, je ne sais pas.
une des plus puissantes, des plus antioxydantes, si on les compare les unes avec les autres, ce qui n'a pas beaucoup de sens, bien sûr. Mais la muscade reste une très, épice très belle épice. extrêmement antioxydante. Oui. Et ça, c'est très pratique parce qu'on peut les râper dans tout ce qu'on appelle les purées. Oui, tout donc, à fait. Donc, pensez juste deux, trois petits râpés de muscade dans toutes les purées. C'est vraiment, ça doit être le geste quotidien. Il n'en faut pas beaucoup, mais ça sent super voilà. bon. On est déjà un peu préparé. J'en ai là un peu sur la feuille, mais... Et alors tout ce qui est badiane, clou de girofle, etc. Quand les personnes, c'est aussi intéressant. Voilà, c'est très digestif. Pour Noël, tous les thés, pensez à mettre, par exemple, un clou de girofle dans les tisanes, et ça rafraîchit la tisane. Les badianes, on peut écraser donc dans un bol les badianes, et ça donne un petit goût anisé. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà. Pour ceux qui aiment, tant mieux pour eux. Mais c'est des petites choses intéressantes tout à fait. d'y penser. Anti-infectieuses aussi, dans les périodes d'hiver, de rhume, etc., de broyer un petit peu de cannelle, de clou de girofle, faire chauffer un petit peu, le faire bouillir même, parce que ce sont des bois très durs, donc soit des écorces, soit des fruits comme le girofle, mais ils sont très très durs. Et donc on les broie. Au dernier moment, on les fait bouillir dans de l'eau, un peu de jus de citron, du miel, et voilà, ce sont des anti-infectieux. Et en plus, c'est délicieux. Et c'est bon. Donc, user et abuser des épices. Est-ce qu'on peut retrouver ces petites recettes sur le site www.intelligent-nutrition.com. On peut aller retrouver des applications, etc. Super. Eh ben, on va aller jeter un coup d'œil à tout ça et on va en profiter. Et moi, je vous souhaite de profiter des fêtes de fin d'année, surtout. Prenez du bon temps. Oui.